Il est hors de question d'abandonner Québec. Champlain refuses to give up. Le sang Champlain, il n'y a pas d'Amérique française. C'est un personnage mythique. Champlain's dream was, in one word, a dream of humanity. Dans la vision de David Hackett Fischer, nous vivons encore aujourd'hui avec l'héritage de paix et l'esprit de collaboration de Champlain. Voici le portrait renouvelé et fascinant de l'homme. Toujours à la poursuite de son rêve, Samuel de Champlain cherche l'endroit idéal pour bâtir un nouveau monde. Un monde prospère où Amérindiens et Européens pourraient vivre dans un esprit de collaboration. Durant cette série, nous allons suivre ses aventures d'une toute nouvelle façon. L'historien américain David Hackett Fischer a consacré une partie de sa carrière à Samuel de Champlain. Son ouvrage, Le rêve de Champlain, nous fait découvrir son extraordinaire épopée. Son livre nous a inspiré cette série. Nous serons accompagnés par 3 correspondants sur le terrain. Vincent Leclerc sera en Europe et aux États-Unis, Charles Bender en Ontario et Fabienne Labbé au Québec. En studio, notre archiviste précisera certains détails importants. Nous utiliserons une ligne du temps pour nous situer dans l'époque et nous permettre de faire des allers-retours dans l'histoire. Et plusieurs spécialistes de renom nous aideront à mieux comprendre les différents enjeux. Messieurs, je vous avise avoir obtenu commission du roi de la Grande-Bretagne de prendre possession des pays nommés Canada et Acadie. À cet effet, nous sommes partis 18 navires suivant l'ordre de Sa Majesté. Si j'ai envoyé des navires détruire et saisir le bétail du cap de Tourmente, c'est que je sais que quand vous manquerez de vivres, j'obtiendrai plus facilement l'habitation. Je résous de demeurer ici, à Tadoussac, afin que nul navire ne vienne vous ravitailler. Ça me fiche. À vous donc de décider si vous désirez me rendre l'habitation ou non. En attendant votre réponse, je demeure, messieurs, votre affectionné serviteur. Eh bien, qu'en dites-vous, messieurs? 18 navires. Nous ne sommes que 50 à pouvoir nous battre. J'ai peur que ce monsieur Kirk ne soit que trop bien informé. Et il nous manque de tout, à commencer par la poudre et les munitions. Ça fait plus d'un mois que les hommes désespèrent de voir arriver les navires de ravitaillement. Nous comprenons maintenant qu'ils n'arriveront jamais. Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions repousser ces Anglais. Mieux vaut capituler. Bon. Mes amis, je crois plutôt qu'il faille répondre à l'intimidation par la défiance. Si ce Kirk veut nous voir de plus près, alors qu'il vienne au lieu de menacer de si loin. Qu'il vienne. Le rêve de Samuel de Champlain se concrétise. Il est désormais capitaine dans la marine du roi, lieutenant de la Nouvelle-France et commandant à Québec. Mais voilà que les Anglais arrivent et exigent qu'on leur cède Québec. Cette menace n'étonne personne. Depuis 3 ans, la France et l'Angleterre sont en guerre. Les 2 États veulent jouer un rôle dominant en Europe et élargir leur empire en Amérique. Louis XIII a de grandes ambitions et pour les réaliser, il s'appuie sur son principal ministre, le cardinal de Richelieu. Homme très pieux, très jaloux de son autorité, mais aussi sombre que méfiant, Jean Duplessis de Richelieu est un véritable génie du pouvoir. Il a une profonde intelligence politique qui lui permet d'écarter ses rivaux sans la moindre pitié. Toute la cour le craint. La cruauté de Richelieu est l'un des éléments déclencheurs des hostilités entre la France et l'Angleterre. Et c'est à La Rochelle qu'a lieu le choc inévitable. En France, l'édit de Nantes, qui garantit la liberté de religion depuis 1598, a eu comme effet pervers de créer un État dans l'État. Les protestants ont converti La Rochelle en une véritable forteresse. La cour de France commence à craindre que la ville ne devienne un bastion d'où les protestants pourraient, avec l'aide de l'Angleterre, s'emparer de tout le territoire. Le cardinal de Richelieu, avec l'appui de Louis XIII, entend bien tuer cette menace dans l'œuf, mais la ville est trop bien fortifiée. Un assaut serait impossible. Fidèle à lui-même, Richelieu élabore donc un plan cruel. Affamer la ville. Le cardinal de Richelieu sait parfaitement que la citadelle de La Rochelle est une des plus puissantes d'Europe.
Alors, pour empêcher l'accès maritime, on a construit une digue d'à peu près 1500 mètres de long, en appuyant sur un ensemble de bateaux, de véritables pontons fortifiés, hein, qui permettaient justement de contrôler toutes les communications entre la ville et l'extérieur. Et au fil des mois, même s'il y a de temps en temps des escarmouches, les habitants ont vu leur corps affaibli. À la fin du Grand Siège, c'est-à-dire 14 mois plus tard, eh bien, il ne resterait plus dans la ville de La Rochelle qu'à peu près 1/5 de ses habitants. La population de La Rochelle passe de 27 000 à 8 000 habitants. Plus de 19 000 d'entre eux meurent pendant le siège. Louis XIII et Richelieu entrent triomphalement dans La Rochelle, tandis qu'à Londres, le roi Charles Ier prépare sa vengeance. Il veut anéantir les établissements de la Nouvelle-France, mais il manque de fonds pour lancer une expédition militaire. Il fait donc appel aux frères Kirke, des corsaires qui se battent dans le seul but de s'enrichir. Champlain l'appelle le général, mais David Kirke n'est ni soldat ni navigateur. C'est un marchand de vin d'origine écossaise qui a grandi en France et ne connaît rien à la mer. Mais une fois mandaté par Charles Ier, il part en mission avec ses 4 frères. Le cardinal de Richelieu croit en la Nouvelle-France. Il crée la Compagnie des 100 associés avec une centaine d'actionnaires, dont Champlain. Ils deviennent propriétaires du territoire de la Nouvelle-France et responsables de son peuplement. Richelieu envoie plus de 400 colons, une opération vitale pour la pérennité de la colonie. Monseigneur. Monseigneur. Le directeur de la Compagnie des 100 associés m'envoie pour demander la permission de retarder le départ du grand convoi vers Québec. La guerre nuit aux préparatifs. Vous direz à ces messieurs qu'il n'en est pas question. Le sieur de Champlain et ses colons ont un urgent besoin de vivre. Cette mission commerciale est trop importante pour être soumise à quelques caprices. Monseigneur, si je peux me permettre, depuis La Rochelle, la guerre s'est étendue vers les Amériques. Les mercenaires anglais risquent d'intercepter tout le convoi. Votre insistance mérite, monsieur. Ce convoi partira comme prévu. S'il faut une proclamation royale pour les obliger à faire voile, bien soit. Ils l'auront. Le convoi part donc de Dieppe, comme le voulait Richelieu. Mais lorsqu'ils arrivent dans le golfe du Saint-Laurent, des pêcheurs les avertissent qu'une flotte de navires britanniques vient de prendre possession de Tadoussac et inspecte tous les vaisseaux français sur le fleuve. L'expédition se réfugie donc à Gaspé. Mais les Britanniques dont il est question sont nul autre que les frères Kirke, qui, sans même avoir quitté Tadoussac, viennent de demander à Champlain de leur rendre Québec. Monsieur, nous ne doutons pas des commissions que vous avez obtenues du roi de la Grande-Bretagne. Mais sachez que nous avons toujours des grains, blé d'Inde, pois et fèves, en plus de tout ce que le pays fournit. Et si nous rendions une habitation à l'état que nous sommes maintenant, nous ne serions pas dignes de paraître devant notre roi. Je vous assure qu'en la voyant, vous ne la jugeriez pas aussi facile d'accès qu'on a pu vous donner à entendre. Et sachez que la mort combattant nous sera honorable. Nous sommes donc prêts à vous recevoir et empêcher, si nous pouvons, les prétentions que vous avez sur ces lieux, hors desquels je demeurerai, monsieur, votre affectionné serviteur, Champlain. In case that was not all clear for you, gentlemen, Champlain refuses to give up. Maybe they're not as weakened as we thought. Quite certain they are. Could be bluffing. But if he's not, and they're able to fight, that fort up the hill is going to make hell fall upon us. We came here for profit, not for glory. This attack sure does not feel like a good business move. Right. Let's come back next year then. After one more winter on that diet, let's see how proud they still are. Le bluff de Champlain sauve temporairement la colonie. La flotte quitte Tadoussac pour redescendre le Saint-Laurent. Pendant ce temps, le convoi de navires français est à Gaspé. Les Français décident de faire voile vers Québec sous le couvert du brouillard en essayant d'échapper au regard des Anglais. Mais ils ne pouvaient pas savoir, évidemment, que les Britanniques allaient se mettre en marche à peu près au même moment. Les deux flottes se retrouvent donc nez à nez, ici même, en aval de Rimouski, dans la région de Pointe-au-Père. Le choc est brutal.
Les Britanniques ont des canons plus puissants et l'avantage du courant. Ils se positionnent donc à l'extrême limite de la portée des canons français. Les Français subissent de lourdes pertes. Ils résistent plus de 15 heures jusqu'à ce que, n'ayant plus de munitions, ils sont contraints de se rendre. Les Britanniques, eux, ne signalent aucune perte. Les Kirk assurent le retour en France des survivants et s'emparent de la seule chose qui les intéresse vraiment, le butin. Dans toute cette confusion, une petite barque française parvient à s'enfuir en longeant la rive jusqu'à Québec dans le brouillard. Mais l'accueil que leur réserve Champlain est plutôt froid. Les choses étant déjà très difficiles pour les gens de l'habitation, l'arrivée de 11 nouvelles bouches à nourrir n'enchante personne. Il n'y a pas assez de vivres pour tout le monde et Champlain doit rationner toute la colonie. Avec la défaite navale qui vient anéantir toute possibilité de ravitaillement, l'hiver qui arrive inspire les pires craintes et tout le monde doit se préparer le mieux possible. Chacun portait à ce moulin sa ration de pois que l'on moulait et en recevait-on de bonne farine qui augmentait notre bouillie. Cela nous fit un très grand bien. Champlain fait donc fabriquer une meule en pierre pour lui permettre d'allonger les rations de pois. Quand même au printemps, la colonie manque de pain, de vin, de sel, de beurre, mais surtout d'espoir. Il ne reste des provisions sèches que pour 1 mois et Champlain est profondément inquiet. Il leur faut désormais cueillir et chasser pour survivre, mais il manque de munitions pour la chasse et d'hameçons pour la pêche. En attendant la moisson, nous étions tous les jours à la recherche de racines pour vivre, ce qui causait de grandes fatigues. On allait 6 à 7 lieues les chercher avec grande peine et patience, sans en trouver en suffisance pour en vivre. Nous sommes présentement sur le site historique de Sainte-Marie, au pays des Hurons, dans la reproduction d'une maison longue, habitation traditionnelle des Hurons de l'époque de Champlain. Encore une fois, ce sont les Amérindiens qui viennent en aide aux Français. Dans un geste d'une grande générosité, les Hurons acceptent de prendre 20 Français avec eux pour soulager l'habitation. Ils vont les garder et les nourrir pendant tout l'hiver jusqu'à la fin du printemps 1629. Lorsque ces hommes sont ramenés à Québec au début de l'été, Champlain n'a toujours pas de quoi les nourrir et doit se tourner vers d'autres nations. Une partie de ces hommes est envoyée vers le sud et va séjourner chez les Abénaquis et chez les Etchemins. Une autre partie, moins nombreuse, s'en va en Gaspésie, dans une nation que Champlain appelle les Canadiens. Pendant cette année difficile, les Amérindiens prennent en charge près de 20 des bouches à nourrir de l'habitation, dans un geste d'une humanité remarquable, trop souvent oubliée par l'histoire. Sans eux, la famine aurait pu devenir meurtrière. Et l'hiver 1628-1629 a été très dur. La colonie a failli mourir de faim. Et donc, Champlain a été obligé de capituler face aux Anglais en juillet 1629 parce qu'il n'avait plus de vivres de toute façon pour tenir. Au matin du 19 juillet, des navires britanniques apparaissent à Québec. Cette fois, les frères Kirk sont sur place et il n'est plus question de bluffer. Champlain doit négocier la reddition. Il s'assure que les colons qui veulent rentrer en France puissent le faire et que ceux qui préfèrent rester soient bien traités. En échange, les Anglais prennent officiellement possession de Québec. Looked as if all of it would have been for nothing, that New France would become an English colony, and nothing much would survive of what Champlain had done. And he himself was taken prisoner, taken back to England, and then he made a point of staying there, working very closely with the French ambassador. Champlain se rend en Angleterre car il veut reconquérir la Nouvelle-France. Il apprend que la guerre entre la France et l'Angleterre est terminée. Un traité de paix a été conclu 6 mois plus tôt. Toutes les conquêtes faites après cette entente doivent être rendues. Or, la prise de Québec a eu lieu 3 mois plus tôt. Elle est donc illégale. Québec appartient toujours à la France. Agissant de son propre chef, Champlain compose le récit des événements ayant mené à la chute de Québec et présente son rapport à l'ambassadeur de France à Londres, le marquis de Châteauneuf, un homme du vieux régime d'Henri IV et favorable à la Nouvelle-France. Champlain lui raconte son aventure et lui remet une série de documents qui font état des dommages causés aux intérêts français. Il a pris soin, avant même de quitter Québec, de bien planifier son plaidoyer. On va faire l'inventaire. On va dire au Kirk, OK, là, on cède, on va signer le papier de reddition. Vous allez faire l'inventaire de tout ce qu'il y a ici. Parce que éventuellement, vous allez être obligé de nous rendre tout ce que vous prenez. Donc, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous avez pris pour savoir qu'est-ce que vous allez nous rendre. Grâce à sa prévoyance et son entêtement, Champlain contribue encore une fois à la cause de la Nouvelle-France.
l'ambassadeur obtient finalement une audience avec le roi d'Angleterre, Charles Ier, et ainsi débutent de longs pourparlers. De retour en France, Champlain poursuit son plaidoyer et publie Les Voyages de la Nouvelle-France qu'il dédie au cardinal de Richelieu. L'ouvrage est en quelque sorte un bilan de ses 30 années en Amérique, un parcours de son œuvre. Et il contient aussi ce que les historiens considèrent comme étant sa meilleure carte de la Nouvelle-France. La carte est davantage axée sur la terre que sur la mer, car elle vise à revendiquer les frontières. Elle indique les endroits où les Français ont vécu en Amérique du Nord depuis 1603, les noms donnés par les navigateurs français et l'emplacement des nations amérindiennes. Les armes de Louis XIII figurent au-dessus avec les listes de France. Grâce aux initiatives et à l'opiniâtreté de Champlain, et après de longues négociations, l'Angleterre accepte de rendre la Nouvelle-France. The size of Quebec when it returned to French control was smaller than St. Croix Island settlement had been in 1604. There'd been no net increase that way. The difficulty was that he had not been able to recruit families, women. D'abord, en France, c'est un pays qui est contrôlé par le roi. Et donc, il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de révolution. Donc, les Français n'ont pas de raison de quitter la France. Il y en aurait peut-être, mais quand on leur dit de quitter la France pour le Canada, il y a l'image des sauvages, puis il y a l'image de l'hiver. Et ça, c'est très, très fort. Non, c'est très, très fort. Ouais. Les maringouins aussi, les moustiques. The Champlain went to work on that. And the amazing thing was that he succeeded not only in building one French population in North America, but 4 of them. Louis XIII investit alors Champlain de tous les pouvoirs. Et c'est le début, enfin, d'une vraie colonisation. À partir de ce moment, la population de Québec se met à doubler tous les 25 ans. Champlain instaure un système seigneurial qui s'avère d'une grande efficacité. Les premières familles à s'établir en Nouvelle-France sont parmi les plus lointains ancêtres des habitants du Québec. Par exemple, Guillemette Hébert, la fille de Louis Hébert, aura plus de 10 enfants avec son mari Guillaume Couillard. En 1684, à sa mort, on calcule qu'elle aura une descendance de 250 personnes. Champlain octroie la seigneurie de Beauport, située ici même, à Robert Giffard de Moncel. En échange du domaine et des privilèges féodaux qui viennent avec, Giffard s'engage à faire venir à ses frais des colons pour travailler la terre. Le système se propage rapidement. Et 100 ans plus tard, la seigneurie de Beauport compte une centaine de familles réparties sur des rangs différents et 11 maisons construites en pierre. En fait, la maison Girardin, située sur l'avenue Royale à Beauport, est un bel exemple de ces maisons de style normand construites au 18e siècle. Champlain n'a pas non plus délaissé l'Acadie. Il insiste pour qu'elle soit ajoutée à la liste des territoires que l'Angleterre doit rendre à la France. Port-Royal, le site préféré de Champlain, devient le berceau de l'Acadie. Parmi les colons français, plusieurs familles s'installent en Acadie. En peu de temps, la population de Port-Royal atteint le nombre de 200 habitants. Aujourd'hui, certaines sources estiment qu'il y aurait jusqu'à 3 millions d'Acadiens et d'Acadiens partout dans le monde, principalement dans l'est de l'Amérique du Nord. Champlain commande un poste de traite dans un lieu qu'on appelle déjà Trois-Rivières. L'endroit devient vite un carrefour pour le commerce des fourrures. C'est ici même, au cœur de Trois-Rivières, à environ 150 mètres du fleuve, que se trouvait l'emplacement du fort en bois érigé par les hommes de Champlain. Nous sommes à la frontière ouest de la Nouvelle-France. C'est ici aussi que vont naître de nouveaux modes de vie issus de la rencontre des deux cultures. Champlain avait déjà lancé le mouvement de métissage en formant des corps de quelques dizaines d'interprètes français et amérindiens grâce à des camps ou des sessions d'immersion. Ce sont des truchements. Ils sont suivis par des centaines d'esprits libres qui ne tardent pas à quitter les établissements Nouvelle-France pour aller commercer et même vivre avec les Amérindiens. On les appellera coureurs des bois. En 1680, ils sont environ 800 à Trois-Rivières sur une population de 9 700 habitants. À la fin du 18e siècle, on comptera plus de 5000 coureurs des bois sur le continent nord-américain. Ces hommes exceptionnels vont voyager jusque dans les plaines de l'Ouest et longeront le Mississippi jusqu'en Louisiane. Truchements, coureurs des bois et voyageurs vont s'unir à des Amérindiennes et leurs enfants seront alors connus sous le nom de métis.
En 2011, le recensement du Canada signale que près d'1 demi-million de personnes partout au pays s'identifient comme métisses. Outre les Québécois, les Acadiens et les Métis, qu'en est-il des Franco-Ontariens? Portent-ils aussi l'empreinte de Champlain? Par ses voyages, par ses enquêtes auprès des Amérindiens et par les cartes qu'il a dressées, Champlain a grandement contribué à faire connaître le sud de l'Ontario et ses grands lacs. De plus, on peut dire que son passage dans la région marque le début de la présence française en Ontario. Les premiers francophones à fouler le territoire de l'actuel Ontario sont les interprètes et les missionnaires envoyés par Champlain à partir de 1610, dont le premier fut Étienne Brûlé, envoyé chez les Algonquins et chez les Hurons. Champlain n'y arrivera qu'en 1615. À la fin de l'année 1635, on peut dire que le rêve de Champlain est bien né. L'avenir de la Nouvelle-France est rempli de promesses. La colonie est reconnue outre-mer et le commerce est rentable. Les habitants français vivent dans une paix relative avec les nations amérindiennes. Québec est éclatante de santé. This population was shaped in some way, so its vernacular culture absorbed the humanism of Champlain. C'est un peu triste parce qu'il est mort au moment où il aurait pu jouir de l'arrivée de ces colons-là. Parce que là, ça démarrait. Il est bientôt minuit, je crois, mon cher ami. Voilà. Les canons célèbrent la naissance de notre sauveur. J'espère que nos habitants s'amusent ce soir. Ils le méritent bien. Priez avec moi, mon ami. Le 25 décembre, jour de la naissance de notre Sauveur sur Terre, Monsieur de Champlain, notre gouverneur, prit une nouvelle naissance au ciel. Du moins, nous pouvons dire que sa mort a été remplie de bénédictions. Je crois que Dieu lui a fait cette faveur en considération des biens qu'il a procurés à la Nouvelle-France, où nous espérons qu'un jour, Dieu sera aimé et servi de nos Français et connu et adoré de nos sauvages. C'est le 25 décembre 1635. La mort de notre père, la mort du fondateur, la mort de celui qui a tout parti ça. Il n'est pas mort en France. Cartier est mort en France, tandis que Champlain, lui, il est mort à Québec, il est mort dans sa colonie, et il y est encore, où on ne sait pas avec précision. C'est un explorateur qui nous a légué de merveilleuses descriptions du pays. On voit que c'est un pays qu'il aimait. C'est quelqu'un qui est très courageux, très brave, très convaincu, très décidé, qui est ouvert au partage. C'est vrai qu'il est différent. Il est différent parce qu'il est un peu plus humaniste. Je reviens sur sa curiosité, sa saine curiosité. Il regarde les gens. Et c'est qui, ça? C'est quoi, ça? Comment ça de t'habiller comme ça? Et t'es qui, toi? Ce qu'un explorateur fera pas, normalement. Here he could begin to see the foundation of another sort of empire that would be founded on a mutual interest, on no exploitation. And that's the way it began. He was still a person of his time, but he had new ideas, new approaches, and a bit more that involved more respect with First Nation people. And it might, so I'd say it might be a different society if he was still here. On a mal jaugé l'immensité de ce géant qui s'appelle Champlain. He invented an idea of leadership that's centered on one French word that has no English equivalent. The word is prévoyance, prévoyance. It's often translated foresight, but its meaning was in some sense the opposite of that. Prévoyance was a style of leadership for pursuing large purposes in a world where one didn't know what was going to happen next.
Fisher a une opinion un peu angélique sur Champlain, mais il a peut-être pas tout à fait tort. Champlain est un humain, plus qu'un humaniste même, il est humain. La présence de la France en Amérique du Nord, encore aujourd'hui, à travers tous les francophones d'Amérique du Nord, à travers tous les franco-ontariens, à travers les Québécois, les Acadiens, mais aussi les Cajuns de Louisiane, cette présence française, c'est l'héritage de Champlain. Champlain est mort, mais son rêve se poursuit. En ce début du 21e siècle, la présence francophone en Amérique du Nord est bien établie. Après tout, c'est nous le résultat bien réel du rêve de Champlain. Quand cette grande maison sera faite, alors nos garçons se marieront à vos filles, et nous ne ferons plus qu'un peuple.